Al-Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en grande masse pour y être informé dans les plus brefs délais et en toute primeur. Une nouvelle fois, un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 174e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Le CQFD de votre chaîne Bled Magharibia se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Et compromis, oui compromis, lors de notre précédente vidéo, en l'occurrence la numéro 172, et ce thème qui est retenu pour cette séquence en tout cas, relate de ces fameuses archives, oui, puisque la France a décidé d'ouvrir ses archives nord-africaines et en particulier les archives franco-algériennes, dont le sommaire se compose ici avec les 7 titres suivants. Le premier concerne le poids de cet héritage colonial. Le deuxième, c'est ce retournement de tendance des entre-deux-guerres. Le troisième point, c'est la décolonisation entre guillemets de cette histoire. Nous revenons donc avec ce quatrième point qui est l'après-guerre. Donc l'après-guerre, oui, une absence et latence, des oublis même, et parfois même avec tout ce qu'on raconte, il y a des trop-pleins. Cinquième point, nous courons un récit de ce retour des histoires et surtout de cette ouverture des archives. Sans oublier que le sixième point abordera d'autres archives, d'autres blessures, des images, des mots et quelques sons qui sont racontés ici et là, où des œuvres ont été éditées, élaborées en mémoire de cette colonisation. Et enfin, nous terminerons par ce septième point concernant la mémoire, justement, qui est plus communautarisée et qui va jusqu'à la mémoire commune, puisque c'est discuté de manière bien évidemment différente d'une rive à l'autre. C'est pourquoi nous vous relaterons justement ces 7 points en 3 actes et donc à travers 3 vidéos séquentielles. Mais en introduction ici de la présente séquence, nous nous autoriserons d'affirmer que la guerre dite d'Algérie, livrée entre 1954 et 1962, a longtemps attendu d'être reconnue et même nommée sur la scène de la mémoire française. Pour cela, la séparation de l'Algérie et de la France, rappelons-le, qui a créé cette Algérie au terme d'un conflit cruel de 7 ans, avait produit trop de douleurs, si bien qu'après,
ce qui est appelé l'indépendance algérienne de 1962, qui n'en est pas une d'ailleurs. L'histoire même de l'Algérie semblait être perdue, s'être perdue avec une infinie possibilité de sens. Nostalgie coloniale, langoureuse, Atlantide engloutie, honte inavouable, fascination morbide pour la violence, des images envahissantes de sa terre et de sa jeunesse perdue, etc. Il fallait pourtant remonter en amont, avant la guerre déjà, pour précisément tenter de la comprendre et aussi se débarrasser aussi du poids terrible de la mémoire pour oser affronter enfin ce que l'on nomme l'histoire réelle, sortir des commémorations dangereuses produisant la rumination et des désirs de vengeance, toujours à l'heure actuelle. Ce passage à l'histoire a pu enfin s'opérer grâce à l'ouverture des nouvelles archives, en particulier étatiques. Longtemps après la fin de la guerre d'Algérie, à l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs et par le besoin de témoigner au soir d'une vie, peut-être d'une nouvelle vie, d'un grand nombre d'acteurs engagés dans le conflit. Émerge ensuite et ainsi lentement l'immense continent d'histoire de cette Algérie, au milieu d'un océan de paroles, d'archives, de problèmes. Et c'est ainsi que nous débutons ici par les deux premiers points du sommaire. En entamant ces archives par ce fameux ce fameux poids de l'héritage colonial, rédigé par Abdelkader Gerloul en préface à l'édition du livre d'Eugène Domas, intitulé « Mœurs et coutumes de cette Algérie », qui n'existait pas encore à cette époque, à savoir entre 1830 et 1870. Et même si cette historiographie de l'Algérie est un sujet gigantesque. D'aucuns savent très bien qu'il existe un savoir encyclopédique considérable sur l'histoire de ce pays qui s'est développé au moment de la conquête coloniale de l'Algérie dans les années 1840 à 1880, soit plus ou moins une quarantaine d'années. Il a été essentiellement le fait de militaires français uniquement qui se sont intéressés à la fois aux mœurs, aux coutumes, aux dialectes, à l'architecture, à la question religieuse même, aux confréries et à d'autres sujets encore. Cette œuvre Mœurs, coutumes d'Algérie, l'ouvrage donc d'Eugène Domas, qui fut nommé général de division en 1853, et s'était lié d'amitié avec qui? Évidemment avec l'émir Abdelkader, qui l'accompagna dans ses différentes résidences et prisons, et très éclairant en cette histoire. Et cet ouvrage contient plusieurs observations et contributions sur la société et les institutions kabyles, sur l'hospitalité et l'aumône chez les tribus arabes, ou sur la guerre entre les gens du désert. Également, sans oublier ces mêmes gens qui venaient de tous horizons, en fratrie maghrébine, à savoir des pays voisins, pour apporter main forte en aidant
et en combattant, pourquoi pas, pour plusieurs d'entre eux, tomber en martyrs sur les champs de bataille, sur cette terre dite aujourd'hui algérienne. Ces relevés, ces travaux historiques, extrêmement précis et minutieux, furent publiés dans les annales algériens, réimprimés par la suite en facsimilé en Algérie à la fin des années 1970 seulement. Travail qui reste une source inestimable pour les chercheurs. De toute évidence, ce savoir servait à comprendre ce qu'était ce pays pour pouvoir le dominer, le conquérir. Et l'historien algérien n'est pas en reste. Abdelkader Jirloul note à ce propos: à coup sûr, cette connaissance est dangereuse pour la société algérienne d'abord et principalement, puisque toute vérité dite sur elle devient moyen d'oppression supplémentaire. Mais elle est dangereuse aussi pour les producteurs de ce savoir. À vouloir trop comprendre cette société différente, ils risquent d'intégrer ses valeurs et de perdre ses propres certitudes. Les militaires français de la conquête comptaient dans leur rang des savants, des gens qui savaient, qui avaient un savoir et qui parlaient plusieurs langues, le berbère, le chaoui et l'arabe, ce qui était le cas dans toute cette Afrique du Nord. Précisément parce qu'il fallait connaître et comprendre les populations locales pour pouvoir pénétrer, quadriller l'espace de cet ensemble immense qu'était cette Algérie. Et cela, à la fois sur le plan militaire, administratif, culturel et religieux. Les historiens français ont énormément puisé à ce savoir militaire, constitué de descriptions minutieuses, de cartographie qui, entre parenthèses, cachent bien des secrets, ou de relevés de langue et de vie quotidienne, consultables actuellement aux archives d'Aix-en-Provence. Au moment du centenaire de la conquête de l'Algérie, dans les années 30, ils ont produit des histoires coloniales de l'Algérie, dans lesquelles ce territoire était intégré de manière irréversible à la France. Puisque cette histoire produite par les historiens du temps de l'apogée de la splendeur coloniale française visite à expliquer pourquoi ce territoire devait rester de toute éternité dans la région, dans le giron de la France. C'était là le facteur central de légitimation du récit historique par la présence française, remontant ainsi à l'Empire romain. Une insistance était mise sur la latinité de l'Algérie, avec un rattachement mythologique ancestral entre ce territoire de l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud. Ce lien, affirmait-on, avait été rompu pendant quelques siècles par l'arrivée de l'islam. La colonisation était pensée comme une forme de réappropriation d'un empire très ancien, perdu, qui avait d'ailleurs été l'un des pôles de la chrétienté. Et ce récit historique faisait donc la part belle à l'Empire romain, à la présence chrétienne en Afrique du Nord, à la latinité
avec des examens approfondis de la question de la berbérité. Ne l'oublions pas, resté sans réponse jusqu'à nos jours en cette Algérie. Ce dernier aspect permettait de compenser l'arabité vue sous l'angle non pas ethnique mais religieux, c'est-à-dire dans son rapport à l'islam, et sous l'angle politique en rapport avec le nationalisme arabe qui existait déjà dans les années 30 et qui existe toujours actuellement en cette Algérie. La convocation d'un héritage latin n'avait de sens qu'en tant que désir d'ignorance et refus de voir l'autre, ce qui est appelé l'indigène, entre guillemets, qui était surtout l'amazir, oui, amazir, autrement dit le berbère, citoyen libre, mais aussi arabe par ses enracinements et musulman, ou juif encore par sa croyance. La construction du récit historique se situait du côté des vainqueurs et aussi du côté des vaincus, ne procédait pas à cette époque de la même logique. Et là, nous arrivons à notre deuxième point de cette séquence. Mais là, nous constaterons un retournement de tendance, ce qui est appelé l'entre-deux-guerres, puisque un certain Charles-André Julien fut le premier grand historien français qui procédera à la déconstruction complète de ce type de narration, de ce type de récit. Dès la fin des années 30, il va mettre en œuvre une conception de l'histoire qui ne fait pas démarrer l'histoire du Maghreb uniquement dans un rapport avec l'Occident ou avec la France, mais dans un rapport intérieur où le pays est aux prises avec sa propre histoire. Cette rupture dans l'historiographie traditionnelle, coloniale, est fondamentale, puisqu'à ce moment de l'entre-deux-guerres, la société algérienne était alors complètement déstructurée, déchirée, contrainte à des mobilités qui ne relevaient pas de son cours historique ordinaire. Elle peinait à se penser pour se reconstruire, se projeter dans l'avenir. Et la colonisation prétendait trouver son assise, sa base, dans l'éternité, à jamais. Et c'est à ce moment qu'apparaît le grand travail de Moubarak El-Mili, de 1897 à 1945. Un travail d'érudition sur l'histoire de la société algérienne. L'entreprise de Moubarak El-Mili se comprend seulement si on la place et replace dans une dynamique de reconstruction de l'être national. Et cette dynamique est normalement marquée par l'émergence d'une presse dite algérienne de langue arabe et de langue française aussi, par une vie associative d'une exceptionnelle densité qui, au travers de la loi de juillet 1901, anticipe sur la configuration territoriale de ce que sera par la suite cette Algérie, pour ne pas dire cette Algérie française. Le grand livre de Moubarak El-Mili, publié en 1928, n'a pas été pris en compte par les historiens français dans les années 30 à 50, car il y avait alors une coupure entre ces deux univers, même si ces des contacts pouvaient
existé entre certaines sphères des intelligentsias arabophones et des francophones. Les années 30 et 50 constituent une période assez courte. La Deuxième Guerre mondiale prend place en son milieu et la guerre d'Algérie commence peu de temps après. Et cette temporalité historique décisive est extraordinairement ramassée, contractée, rapide. Le travail historique sur l'Algérie, dans sa version coloniale, s'épanouit dans les années 30 et coïncide par conséquent avec le centenaire de la conquête et l'apogée de cette colonisation. Une vingtaine d'années plus tard, commence la guerre d'Algérie avec l'apogée du projet colonial entraînant aussi le début de sa crise. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la première séquence d'aujourd'hui consacrée à ces fameuses archives franco-algériennes, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver bientôt avec grand plaisir pour vous relater la suite au travers d'une prochaine vidéo, l'acte 2 de votre Ce qui fait débat ou ce qui fait discussion entre nous en ce sujet particulier. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux afin d'être informés rapidement. Et surtout, en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne Bled Magharibia. Au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.